Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la réponse de Dominique de Villepin à la remplaçante David Meyer qui a raté une occasion de ne pas chercher des problèmes et de faire la victimisation encore sur l'anti-machin comme vous connaissez. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Et passons à la vidéo que je me délecte de commenter. Alors, je vais d'abord lire qu'est-ce qu'il y a. En réponse, je vais d'abord lire la présentation de ce tweet. LCP, je sais plus, ah voilà. C'est la chaîne de l'Assemblée nationale, je crois. Et donc, en réponse à Caroline Yadan, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin répond à des polémiques le visant, par exemple sur leurs relations avec du pays du Moyen-Orient. Il dit n'avoir aucun lien avec aucun fonds qatari et n'en avoir jamais eu. Alors ici, il faut qu'on ouvre aussi une fenêtre France 24 parce que, contrairement à ces sionistes français qui passent leur temps à colporter des mensonges sur Dominique de Villepin et à faire croire qu'il travaille pour les Qataris, ici c'est l'occasion de rappeler que leur propre Premier ministre et ses partisans sont eux-mêmes englués dans une histoire aux Qataris. Voilà. C'est l'affaire Qatargate. Et donc, quand Dominique de Villepin va en parler, nous en parlerons après. Mais avant ça, laissez-moi juste jeter un coup d'œil sur ce qu'il y a. Avec vous, Christophe, dans cette Bonjour Christophe. Voilà, c'est bien ça. Ok, maintenant nous pouvons revenir à notre tweet et écouter la question de Yadan, la réponse de Dominique de Villepin et ensuite faire le lien avec cette affaire. C'est parti. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. En 2012, une enquête du journal Le Point a révélé que vous aviez pour client le Qatar Luxury Group, fonds d'investissement personnel de l'épouse de l'émir du Qatar. À Sciences Po, vous avez été le tuteur de Maïssa Al-Thani, fille de l'émir, qui vous surnommait selon plusieurs médias mon second père. Vous avez par ailleurs évoqué le 22 novembre 2023 dans l'émission. Ici, je tiens à attirer votre attention. Regardez bien comment elle part sur des faits personnels, des faits privés, pour en arriver à tout ce qui va suivre. Et regardez bien la méthode. C'est que eux, ils n'acceptent pas contre eux, c'est ce qu'ils appliquent aux autres. Quotidien, je cite, une domination financière sur les médias et la musique aux États-Unis, propos qui relèvent d'une rhétorique complotiste qui ont été d'ailleurs largement condamnés, y compris par des membres de votre ancien parti politique. Voilà. Vous attendez, condamné. Condamné par qui? Par des membres du parti politique. C'est pas condamné en justice, hein, qui sont les seules condamnations qui valent. Non, condamné par des sionistes français. Enfin, vos récurrentes saillies anti-israéliennes, comme par exemple la reprise du terme génocide qui constitue pourtant une contre-vérité factuelle et juridique, vous a valu en septembre 2024 un plébiscite de l'agence de presse Quds News Network, proche du Hamas, et un rapprochement réel avec l'extrême gauche antisémite. Là encore, écoutez bien ce qu'il a reproché à Dominique de Villepin. Ma question est donc la suivante. Votre proximité avec le Qatar influence-t-elle votre positionnement politique et ne pensez-vous pas que la calomnie fondée sur l'inversion accusatoire entre le Hamas... La calomnie fondée sur l'inversion accusatoire. Alors celle-là, celle-là, elle est vraiment bonne. Quand on attend les sionistes, quand vous écoutez la vidéo que j'ai publiée aujourd'hui jeudi, disons-le jeudi quoi, jeudi 10 avril, dans lequel on attend l'autre Rucholala de RMC faire exactement ça, l'inversion accusatoire, mais c'est eux ici, ils prennent le mot, l'élément de langage pour venir l'appliquer à Dominique de Villepin. Mouvement terroriste islamiste et Israël, pays démocratique, contribue à alimenter la haine des Juifs dans notre pays. Merci. À alimenter la haine des Juifs dans notre pays. Mais ce qui est bien, c'est que, et c'est pourquoi on fait cette vidéo, c'est la réponse de Dominique de Villepin qui va suivre. Merci. Regardez comment elle est contente. Regardez, elle est contente d'avoir fait son effet d'annonce.
Et je pense qu'elle-même, elle n'était pas préparée à la claque qu'elle va avoir et surtout à l'implication que sa question va avoir. Dominique de Villepin, il a été très malin, très pertinent dans sa réponse. Entre 4 questions différentes. En ce qui concerne la dernière question, alors là, je ne saurais trop vous remercier de me la poser et de ce point de vue-là, je dis merci 20 fois. D'abord parce que nous savons aujourd'hui que la question du Qatar ne se pose pas quant à moi, mais nous savons qu'elle se pose quant au Premier ministre israélien et à son entourage. Et nous savons que c'est une des raisons pour laquelle l'offensive judiciaire menée par M. Benjamin Netanyahou a été lancée. C'est la question de l'influence du Qatar sur les décisions prises par le Premier ministre. Voilà. Elle a voulu mettre en accusation ou faire des insinuations comme quoi Dominique de Villepin était sous influence du Qatar. Et bien, ça a été l'occasion pour Dominique de Villepin de mettre en lumière l'affaire ou la dernière affaire qui éclabousse le Premier ministre israélien Netanyahou, que voici. Avec vous, Christophe, dans cette Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On s'intéresse à cette affaire qui fait la une des journaux israéliens, l'affaire du Qatargate. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a été entendu dans ce dossier. Entendu pendant 2 heures environ par l'unité Lahav 433, qui en Israël est l'équivalent du FBI américain. Il était assisté de ses avocats qu'on voit ici en image, entendu comme simple témoin, et à l'issue, il s'est dit victime d'une chasse aux sorcières. On va l'écouter. J'ai compris qu'il s'agissait d'une enquête politique, mais je n'avais pas compris à quel point c'était politique. Yonatan Ourich et Eli Feldstein, ils sont juste retenus en otage. Ils sont retenus pour rien. C'est une enquête politique, une chasse à l'homme politique, une chasse aux sorcières politique. C'est tout ce qui... Ce qui me réjouit, c'est que les Israéliens eux-mêmes ont plus peur de la justice de leur pays qu'ils n'ont peur de la justice internationale. Vous voyez Netanyahou, comment il vient se justifier ici, on aurait dit un faux Sarkozy, parce que il est pris dans des affaires louches dans son propre pays. Mais quand il s'agit de faire des exactions qui pourraient lui valoir d'être présenté devant la CPI ou quoi que ce soit, il n'a pas peur. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut retenir de bien. La seule chose, c'est que dans ce pays-là, au moins, la justice fonctionne mieux qu'en France. Les sionistes pèsent plus en France qu'ils ne pèsent dans leur propre pays. Vous avez vu Caroline Yadan, comment elle fait peser des soupçons sur Dominique de Villepin, en oubliant que la personne dont elle soutient et qu'elle empêche tout débat en France est elle-même soupçonnée d'être sous influence du Qatar. qu'il y a. Rien d'autre. Alors, on entend décidément beaucoup cette expression justice politique ce matin. Alors, on va essayer de comprendre le fond de l'affaire, Christophe. Netanyahou a prononcé le nom de 2 hommes. Qui sont-ils ? Alors c'est Yonatan Ourich et Eli Feldstein. Ce sont 2 très proches de Netanyahou. Feldstein, qu'on voit ici à gauche, crâne rasé, a été son porte-parole militaire après le 7 octobre. Il est connu parce qu'il a déjà été mêlé à une autre affaire, une affaire de divulgation d'informations classifiées à un journal allemand, le journal Bild. Yonatan Ourich, qu'on a vu, qui était sur la droite de l'image, lui est probablement l'un de ses plus proches conseillers de ces dernières années. C'est lui qui organisait notamment ses campagnes électorales depuis 2015. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de campagnes électorales depuis. Et ces 2 hommes ont été placés hier en garde à vue. Ils ont passé la nuit en garde à vue et la police demande qu'ils restent encore en détention pendant au moins 9 jours. Ce sera à un juge de trancher plus tard dans la journée. Alors, que leur est-il reproché à ces 2 hommes ? Alors, ils ont été interrogés pour des soupçons de fraude, de blanchiment d'argent, d'escroquerie et surtout d'entente avec un agent, avec une puissance étrangère. Les faits qui leur sont reprochés remontent au moins à 2022. À cette époque, le Qatar organise la Coupe du Monde de football et cherche à redorer son image dans de nombreux pays, y compris donc en Israël. Et selon l'enquête du journal Haaretz, les officiels qataris vont alors trouver notamment une société israélienne qui s'appelle
Perception, dont on va voir le site internet, le voici en image. C'est une société qui travaille pour redorer l'image de certains pays, par exemple la Serbie. Elle est dirigée par un certain Israël Strulik Einhorn, que les enquêteurs aimeraient bien également interroger dans ce dossier, mais qui réside en Serbie, justement. Lui aussi, c'est un très proche de Netanyahou, qui l'a aidé pendant ses campagnes depuis 2019, qui a également conseillé plusieurs ministres du Likoud, dont l'actuel ministre de la Défense. Yonatan Ourir, dont on parlait tout à l'heure, figure, lui, sur l'organigramme de la société, et donc il a aidé également la société. Alors, en quoi consiste exactement cette opération de communication pour le Qatar ? Alors, les deux hommes vont s'aider d'une organisation, d'une société de cybersécurité et monter un système de faux reportages assez bien ficelé à travers des dizaines d'avatars sur les réseaux sociaux comme X, des faux sites d'information. Alors, on prend par exemple le site qui s'appelle World Wide Business News Today. C'est un nom qui sonne très bien, ça paraît tout à fait normal, mais en épluchant le site, les journalistes de Haaretz se sont rendus compte que sur une centaine d'articles, eh bien une quarantaine parlaient du Qatar et parlaient du Qatar en bien. Et c'est vrai qu'on a vu à cette époque fleurir un certain nombre d'informations sur les faits que les personnes de confession juive étaient très bien accueillies au Qatar, qu'il y avait beaucoup de restaurants, d'hôtels qui servaient de la nourriture cachère pendant la Coupe du Monde. On en a nous-mêmes parlé, je pense, ici sur France 24. Après le 7 octobre, c'est Eli Feilstein qui a participé à redorer l'image du Qatar en arrangeant des interviews notamment. Et selon plusieurs médias israéliens, il aurait été payé par le Qatar pour ça, en même temps qu'il percevait également son salaire du gouvernement israélien. Alors, il n'était pas directement payé par le Qatar, mais par l'intermédiaire d'une société de lobbying de l'homme qu'on voit ici à droite, qui s'appelle Jay Futlik, qui est un Américain proche du Parti démocrate. Est-ce que tout ça est illégal ? Alors on verra ce qu'on dit la justice, ce sera à elle de trancher, mais il faut dire qu'Israël n'est pas le seul pays à connaître un Qatargate. Moi-même, je vous avais parlé ici en décembre 2022 d'un Qatargate au sein du Parlement européen. 8 personnes, dont cette vice-présidente à l'époque du Parlement européen, au total, pour l'instant, ont été inculpées pour des faits semblables, insoupçonnées d'avoir perçu de l'argent en échange de défense des intérêts du Qatar. Mais dans l'histoire israélienne, il y a quand même une dimension supplémentaire, c'est que c'est une entente avec un pays qu'on peut franchement pas qualifier d'ami d'Israël. Surtout la question que posent ce matin, en particulier les journaux israéliens comme Haaretz, l'argent du Qatar est-il simplement revenu à ces 3 hommes dont je viens de vous parler, ou a-t-il également pu revenir dans les poches de Netanyahou ? Le Premier ministre israélien a été entendu comme simple témoin hier, pour l'instant, mais les soupçons sont là, d'autant plus qu'il cherche en ce moment même à limoger le chef du Shin Bet, le chef des services secrets intérieurs israéliens, qui enquête justement sur cette affaire. Voilà, très bon, très bon. Donc on remercie Caroline Yadan pour l'occasion de nous montrer que, contrairement aux soupçons infondés qu'elle nourrit envers Dominique de Villepin, la personne, le gouvernement, la personne qui dirige les exactions qui sont commises à Gaza, et bien lui par contre, il est bien soupçonné d'être ou d'avoir reçu de l'argent du Qatar. Et ce qui est établi, c'est que déjà ses proches, eux, sont épinglés pour avoir touché de l'argent. Donc c'est encore mieux que l'affaire Sarkozy. L'affaire Sarkozy, au moins, on ne retrouvait pas les flux financiers. Là, il n'y a quasiment plus de doute sur le fait qu'ils aient touché de l'argent. La seule chose qui reste à faire, ou la seule chose qui reste à démêler, c'est cet argent. Est-il arrivé jusque dans les poches du Premier ministre ou non? Donc revenons à la réponse de Dominique de Villepin. En ce qui me concerne, je le dis tout de suite, je n'ai aucun lien avec aucun fonds qatari et je n'en ai jamais eu. On voit bien par contre l'intérêt de ceux qui lancent ce type de rumeurs, de les faire prospérer pour discréditer une parole qui, dans certains cas, serait susceptible de déplaire. En ce qui concerne le génocide, alors là je m'inscris en faux, je vous invite à rechercher dans vos fiches, à demander à vos attachés parlementaires de faire un travail sérieux. Je n'ai jamais employé ce terme. Jamais. De la même façon que j'ai toujours condamné les attentats terroristes du 7 octobre. Voilà. Donc on est en plein cas de diffamation d'un ex-premier ministre du pays par un député de la France de l'étranger.
elle est venue diffamer le Premier ministre sans honte pour les intérêts, même pas de la France, mais d'Israël. En ce qui concerne la domination financière, alors là je persiste et je signe, si la domination financière ne s'exerce pas aux États-Unis sur les médias, je crois qu'il faut arrêter la politique tout de suite. Parce qu'il suffit de regarder le Washington Post, il suffit de regarder X, on voit bien que c'est bien parce qu'il y a des grands capitaines oligarques d'industrie qui sont capables de manipuler cette information que nous sommes dans cette dérive information absolument majeure. Par ailleurs, je le dis en France, je le rappelle devant cette commission, 90% de la presse quotidienne en France est tenue par 10 milliardaires. Voilà. L'occasion de préciser que ce qu'il a dit, si c'était valable pour les États-Unis, soit encore plus valable pour la France. Écoutez bien comment il va préciser la propriété de la presse en France et pourquoi cette presse veut absolument que les politiciens puissent museler les réseaux sociaux. Parce qu'une fois les réseaux sociaux muselés, plus personne n'aura droit de parler ou n'aura droit de diffuser une information qui ne passe pas par eux. 90%. Et 55% de la presse audiovisuelle et 45% des plateformes numériques. Alors je veux bien que pour des raisons idéologiques, on refuse de voir la vérité, mais il n'y a pas de politique qui puisse commencer sans regarder la vérité en face. Et c'est le départ d'une action raisonnée. Voilà. Elle aurait dû se taire. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'en France, nous ayons encore des personnes qui sont capables de remettre ces sionistes, ces gens qui empêchent qu'on ait des débats ouverts sur les valeurs de la France et sur ce que la France doit défendre ou pas à la télé. Et encore mieux, si c'est un politicien français de renom. Parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo d'aujourd'hui, Emmanuel Macron a pris position, soi-disant, contre Israël pendant qu'il était en Égypte. Mais dans l'avion, il était déjà en train de rentrer dans les rangs et de reprendre la sémantique, la syntaxe imposée par les sionistes. D'abord, les besoins d'Israël. Ensuite, on verra pour les autres. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out.